Olivier Poisson, bonjour. Bonjour. Alors Olivier Poisson, dans les épisodes précédents, tu étais d'actif au ministère de la Culture C'est exact. et tu défendais les monuments historiques. Oui. Voilà, alors je me suis dit, je lui posais la question, est-ce qu'il connaît Stéphane Bern, mais c'était pas ça le sujet. Et en plus, entre-temps, il y a la cathédrale de Paris, Notre-Dame de Paris, qui a flambé. Parce que Macron c'est un flambeur. La question qui se pose à toi qui es conservateur du patrimoine, est-ce qu'elle était bien conservée pour son âge et est-ce qu'on va pouvoir la rebâtir en 5 ans? Je fais un peu vite. Bien conservée pour son âge sûrement. Elle était évidemment un édifice qui a comme ça 800, 900 ans, etc. est un édifice qui a vécu, qui a beaucoup vécu, qui a donc vu des choses modifiées, ajoutées, remplacées, transformées, etc., etc. Parce qu'elle a subi de la chirurgie esthétique. Nous, on se dit, elle arrive comme ça, toute brute du Ah Moyen-Âge, non, du non, XIIIe non, siècle. pas du tout. Elle a été violée par le duc. Non, lui c'est plutôt le chirurgien réparateur, c'est plutôt celui qui recoue l'hymen perforé de manière inconséquente. Vous savez par exemple les chanoines de Notre-Dame au XVIIIe siècle trouvaient que les vitraux c'était trop sombre et ils ont fait virer tous les vitraux du Moyen-Âge pour remplacer par du verre blanc. Et puis, comme ils sortaient en procession avec un beau dais brodé et tout ça, ils trouvaient que les sculptures du portail, avec un espèce de pilier idiot au milieu, c'était pas bien. Donc, ils avaient fait démolir le pilier et chancrer les sculptures du tympan pour passer le dais des processions. Et puis on pourrait dire mille choses, comme Louis XIV avait, comment dirais-je, accompli le vœu de son père Louis XIII. Louis XIII avait voué la France à la Vierge parce qu'il n'avait pas d'enfant et que la monarchie était un peu compromise. Donc il y a eu le fameux vœu de Louis XIII. Et Louis XIV a accompli ce vœu en faisant réaliser les 3 grandes statues donc de la Vierge, de Louis XIII offrant sa couronne à la Vierge et de Louis XIV qui regarde la scène. Tout ça avait été fait avec un aménagement classique, du marbre, des moulures, tout ça. À la charnière du XVIIe et du XVIIIe Oui, sans siècle. se poser la question si ça faisait Moyen-Âge. Voilà, absolument. Et on pourrait multiplier les exemples, il y en a quantité. Et c'est pour ça que, alors à la Révolution aussi, dans l'ambiance, disons, de la souveraineté populaire, Ouais. on croyait que les sculptures de la façade qui représentaient en fait les rois de Juda, les rois de la Bible, on pensait que c'était les rois de France. Donc on les a tous fichus par terre et on les a envoyés à la voirie, si je puis dire, à la décharge. Et donc voilà, il y a eu 1001 épisodes. Et donc pareillement pendant la Révolution où on n'avait peut-être pas beaucoup d'argent pour entretenir l'édifice, la flèche, la fameuse flèche, mais la flèche donc la précédente, Celle du XIIIe donc. celle du XIIIe, oui, avait été démolie, démontée parce qu'elle était en mauvais état, elle était un peu pourrie et qu'on n'avait pas d'argent à cette époque-là pour la restaurer. Oui, puis Donc, on n'était pas enlevée. très religieux pendant la Révolution. Oui, enfin pas très, ça dure pas très longtemps, c'est quand même une parenthèse de mettons 5 ans. Oui. Puis il reste l'être suprême qui traîne, ça et là. Ben oui. Ça, on le voit encore, il y a certaines églises, et je ne sais pas si le clergé catholique est toujours bien d'accord, où on voit encore ces inscriptions révolutionnaires. Le peuple français reconnaît l'être suprême et l'immortalité de l'âme. C'est écrit par exemple au portail de la cathédrale de Clermont-Ferrand, entre autres. On a bien fait de venir, on apprend des trucs, dites donc. Ça va coûter cher cette histoire. Là, on est arrivé à un peu plus d'1 milliard, je pense, parce que j'ai passé des coups de fil à des amis riches qui ont dit allez, je sors mon carnet de chèques, etc. Ça va pas coûter 1 milliard. Ça va pas coûter 1 milliard. Combien ça va coûter en fait? J'en sais rien, c'est impossible à dire comme cela, parce que il y a une chose qu'il faut bien savoir, c'est que on s'est précipité et on se précipite, j'ai l'impression, sur qu'est-ce qu'on va faire, un concours, une flèche comme ci, une flèche comme ça. Franchement, c'est pas la question qu'il faut poser maintenant.
on a encore les cendres fumantes de la charpente, on a les voûtes perforées. Il faut savoir qu'il y a quand même toute la voûte de la croisée du transept qui s'est effondrée. Il y a 2 autres travées de voûte dans le transept et dans la nef, dans le chœur, qui sont tombées. Quand on entre dans la cathédrale Notre-Dame, aujourd'hui on voit le ciel. Donc il y a d'abord une urgence d'inventaire, d'examen attentif de l'édifice qui est extraordinairement choqué, extraordinairement traumatisé par le feu d'une part, par l'eau aussi, parce que ce sont des tonnes et des milliers de tonnes d'eau qui ont été déversées sur des maçonneries chauffées à blanc par l'incendie. Donc, veut dire, les questions ne sont absolument pas aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Ouais, est-ce qu'on va mettre un McDo voilà, la question ou un campanile, quoi. C'est de déblayer les gravats, de faire les enquêtes, de faire les diagnostics très précis, très pointus. Vous savez, un vitrail du XIIIe siècle, parce qu'il était resté quand même les vitrails des roses que les chanoines n'avaient pas osé enlever. Évidemment, ces vitraux, ils ont subi au moins la température, l'élévation de température. Et comme vous savez, le plomb. Les vitraux, c'est du plomb et du verre. Et là, il y a des diagnostics à conduire. Pour ça, d'ailleurs, il faut que les pompiers laissent entrer les restaurateurs. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on puisse, à l'instant où on parle, prendre possession des lieux pour les restaurateurs. Ensuite, l'autre chose qu'il va falloir faire, mais le plus rapidement possible, c'est construire un parapluie. Aujourd'hui, la cathédrale est découverte. Et donc, s'il se met à pleuvoir, tout peut être encore dégradé. Et donc, j'assure que construire un parapluie au-dessus d'un édifice de la dimension de Notre-Dame de Paris, c'est déjà un défi en soi. Et je trouve qu'on devrait plutôt penser à ces choses-là, parler de ces choses-là, plutôt de savoir si on va rebâtir comme ci, comme ça, etc. Enfin, moi, l'annonce du concours m'a beaucoup surprise. Je la trouve extraordinairement prématurée et improvisée, inconséquente. Non, mais il faut, je pense que c'est un moment où c'est du storytelling, donc on doit raconter des choses, donc on enchaîne les annonces comme ça sera dans 5 ans, va y avoir un concours, oui, voilà, mais moi, ça n'a rien à voir avec le réel. Je vous livre ma pensée, pour moi c'est du jupitérisme mal placé. C'est une catastrophe. Il ne faut quand même pas oublier, on a l'impression, depuis l'incendie, qu'on est dans une démarche de projets, de choses à faire, etc., etc. Il faudrait quand même se rendre compte d'abord que nous sommes dans une situation d'une catastrophe survenue. C'est-à-dire c'est un considérable, un considérable échec, un considérable échec de tout ce que nous avons comme politique de préservation, puisque c'est un des monuments les plus extraordinaires, les plus emblématiques, les plus importants de France, que nous n'avons même pas été capables de protéger, qui a flambé en 2 heures comme une boîte d'allumettes. Et alors maintenant, on a l'impression que c'est le boulevard ouvert à une grande entreprise patriotique, architecturale, technique, etc. Mais on devrait déjà réfléchir aux causes et pourquoi une chose-là a pu advenir. Elle ne devait pas advenir. Justement, dans les épisodes précédents, on a nommé Monsieur Berne pour le loto du patrimoine, ce qui veut dire que déjà, le patrimoine français en général était affaibli, etc. Oui, alors moi j'ai beaucoup de sympathie pour Stéphane Bern parce que je pense que c'est un homme sincère et je pense aussi qu'il a travaillé à populariser les enjeux du patrimoine dans la société et je pense que ça c'est très appréciable. C'est d'ailleurs peut-être une chose que l'État ou le ministère de la Culture ou les médias d'ailleurs dont vous faites partie ne savent pas très bien faire. Stéphane Bern, lui, il a son savoir-faire dans ce domaine et il l'a mis au service du patrimoine. Et ça, je lui en sais vraiment gré. Cependant, ce qu'il faut dire, c'est que évidemment, les histoires de loto, de souscription et tout ça, excusez-moi, c'est un peu une rustine. C'est-à-dire que nous avons en France un patrimoine énorme, considérable, reconnu, qui est mais c'est pour ça qu'il y a autant de touristes. Mais bien sûr. Parce que le tourisme est basé sur le fait qu'on a des trucs à voir, quoi.
Pensons, on nous dit la cathédrale de Paris était l'édifice le plus visité d'Europe. Environ 13 millions de visiteurs par an. Vous imaginez que depuis 20 ou 30 ans que ce tourisme de masse s'est développé, et il y a donc, je ne sais pas, environ 200 millions, peut-être plus, de personnes dans le monde qui ont eu l'expérience personnelle de découvrir cet édifice. Et donc, je pense que ça donne aussi la mesure de l'émotion internationale. Et c'est bien pour ça, c'est parce que le patrimoine, c'est une composante de la notoriété, de l'image du pays, et donc de son attractivité, et donc de sa performance économique. Aujourd'hui, nous, on pleure le budget, les dettes, le ceci, le cela, mais enfin, ça c'est un capital que personne ne peut nous enlever. Et je veux dire, autant on a vu toute notre industrie disparaître, ou en tout cas s'amoindrir sérieusement, partir en Chine, en Inde ou que sais-je, le patrimoine, personne ne nous l'enlèvera. Et d'ailleurs, ça se démonte les châteaux, et puis ça se remonte aux États-Unis aussi. Non, ça a été un petit épisode dans les années 20 et ça n'a pas été très très loin. Et puis de toute façon, c'est dans Gatsby le Magnifique où Gatsby dit que cette porte vient d'un château de Normandie. Vous n'avez pas besoin de me pousser bien loin pour me faire parler du cloître de Saint-Michel de Couchard à New York, par exemple. Mais peu importe, je veux dire, les choses aussi, les gens viennent voir le patrimoine là où il est. Et je veux dire, si on transportait des châteaux en Chine ou ailleurs, au Pakistan, je ne suis pas sûr qu'ils produiraient le même effet et qu'ils attireraient le même public. Je sais pas. Il y a une question de terroir, c'est comme la vigne. Oui, puis une question de paysage, une question de civilisation. Vous savez, la France, c'est un tout. C'est pas simplement des monuments éparpillés là et là. Il y a un paysage, il y a une histoire qui les réunit, il y a des correspondances, il y a... Voilà, comme dirait Baudelaire, oui. Ça explique bien une forêt de symboles qui se répondent entre... Donc, alors, on va passer au patrimoine local, puisque, après tout, Olivier, tu es catalan, je n'aime pas dénoncer, mais voilà. Et tu vis en plein centre historique, mais qu'on est en train de déclasser pour pouvoir y mettre des parkings et des supermarchés, j'exagère un tant soit peu. Toi qui es attaqué par l'université au centre-ville... Non, je plaisante parce que tu es à deux pas de la nouvelle université et il y a un bâtiment qui va se faire écrouler alors qu'il était sain, pas d'esprit, puisque les objets inanimés n'ont toujours pas d'âme, mais ils ont besoin de Levenstrom, les étudiants d'espace vital, alors on leur crée un parvis. Oui. Enfin bon, nous verrons, ça c'est pas fait encore. C'est évidemment, pour moi c'est un épiphénomène, c'est-à-dire c'est une petite absurdité dans les projets urbains. La ville, surtout la ville historique, et une ville comme Perpignan, là encore, c'est comme la France. Je veux dire, quelle carte peut jouer Perpignan? Alors, il y a certainement des tas de potentialités économiques, intellectuelles, entrepreneuriales qui sont importantes, mais il y a aussi la mise en avant de son patrimoine comme d'un capital. Et donc, si le patrimoine est un capital, on le traite comme il doit l'être et on ne fait pas je ne sais quelle... opération épidermique pour des raisons diverses. Je veux un parvis par là, cette rue n'est pas engageante, rasez-moi tout ça. Enfin bon, mais je n'y attache pas beaucoup d'importance parce que je pense que ces choses-là n'adviendront pas. D'ailleurs, on l'a vu en juillet dernier, les gens de Saint-Jacques se sont révoltés contre une démolition supplémentaire et je pense que de plus en plus les gens prennent conscience et empêcheront les absurdités, en tout cas je l'espère. Et là, on est à côté d'un temple qui est protestant, le plus vieux du département, qui va se transformer en bibliothèque de droit. Moi, à la Saint-Barthélemy, en tant que catholique, j'aurais fait mon métier, mais là, ça me choque qu'on puisse transformer le plus vieux temple protestant. C'est comme pour Notre-Dame, quoi. On a beau pas être catholique, le fait que ça flambe... Oui, enfin, il faut raison garder, bien sûr. Non, ce qui est vrai, c'est que ce temple était un temple toujours utilisé, alors peut-être pas pour tous les cultes solennels, etc., mais la communauté tous les jeudis, aujourd'hui, il y a encore un culte à midi, là. Voilà.
Et pour des raisons de pure opportunité, etc., on a choisi de les déloger dans des conditions qu'il ne m'appartient pas de juger, mais que je trouve quand même un peu extraordinaires. C'est-à-dire qu'on a finalement donné de l'argent, on a racheté cette affectation cultuelle, c'est un peu limite pour l'application de la loi. Et en fait, pourquoi faire sortir de ce lieu le culte protestant qui y est depuis l'origine? Je pense aussi que la question du patrimoine, c'est pas simplement celle des édifices, c'est aussi celle des usages. C'est-à-dire que la manière dont un Parce qu'à l'UNESCO, on appelle le patrimoine immatériel. Oui, mais si l'on veut, c'est pas tout à fait ça, mais Au-delà, donc. L'usage d'un édifice, c'est-à-dire le rôle qu'il a dans la société, dans la communauté urbaine, c'est-à-dire qu'on voit les gens qui s'en servent, on sait ce qu'il s'y passe. Les protestants ne font pas seulement des services religieux, il y a aussi des conférences, donc c'est un point de repère, c'est un point d'animation, on sait que ce lieu est identifié comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que on le connaît et que justement d'ailleurs au besoin on s'approprie son histoire. Comme vous disiez, c'est un temple des années 1874 ou 16, je ne sais pas très bien, et qui est là depuis tout ce temps-là, depuis donc plus de 100 ans. C'est pareil, à côté, je regrette, la Bourse du Travail, elle a été construite pour être la Bourse du Travail, pour être la maison des syndicats. Elle l'était depuis plus de 100 ans, et tout d'un coup, par une espèce de lubie, on dit « Ah ben non, on va mettre la bibliothèque de droit ». Et pour ça, on a délogé. Non, parce que ça a l'air, c'est très postmoderne. Et sur le moment, quand on l'affirme, ah bah oui, là j'ai un gaufrier, je vais en faire des crêpes, quoi. Sur le moment, ça semble logique, mais. Non, mais je trouve que c'est un peu curieux parce que il ne manque pas d'espace vacant. Pour éventuellement bâtir. Je veux dire, moi j'ai été assez scandalisé. D'ailleurs, je me souviens, vous m'aviez interviewé à cet égard de la démolition en plein été là, de la pharmacie de l'oncle sur la place du même nom. Par une totale, à mon avis, inconséquence. Et je pense que c'était d'ailleurs pour créer en toute hâte quelques places de parking pour servir à l'université, ce qui était quand même un peu extraordinaire. Et sous des prétextes fallacieux, une fuite d'eau qui aurait endommagé l'immeuble, enfin n'importe quoi. Oui, mais on a retrouvé la lettre de suicide du bâtiment quand même. Bon. Mais je veux dire, là maintenant, on a une friche urbaine à la place. Alors pourquoi ne pas construire, pourquoi la bibliothèque de droit ou l'amphithéâtre dont on a besoin et qu'on veut installer au forceps dans le théâtre municipal, pourquoi ne pas bâtir, après tout, un ensemble qui serait cohérent, qui serait proche, voilà. Parce que ça serait logique, il y a des erreurs à pas commettre. De même, il me semble que la ville de Perpignan a une église à vendre en ce moment. Laquelle? L'ancienne église des Capucins. Enfin, je ne suis jamais entré dedans. Mais je veux dire, cet édifice, par exemple, pour abriter une bibliothèque, ça, à mon avis, il y avait là de quoi faire un très joli projet. Mais peu importe. Moi, je ne suis pas là pour donner des pistes ou des leçons à quiconque. Mais enfin, je veux dire, je suis un peu étonné. Parce que désaffecter la Bourse du Travail, désaffecter le temple protestant, désaffecter le théâtre municipal. Oui, parce qu'il y a le théâtre aussi. C'est atteindre au patrimoine. Parce que le patrimoine, ce n'est pas seulement les édifices, ce sont aussi les usages, ce sont aussi les relations que ces édifices entretiennent avec les gens. Et voilà. Est-ce que c'est de l'opportunisme ou de la bêtise, ou comme l'arabica et le robusta font les bons mélanges, font les bons cafés? C'est un mélange de gougnaffrerie et... Je n'entrerai pas dans ce genre d'appréciation. Pour moi, c'est de la mauvaise gestion. Oui, on le dira comme ça. Est-ce que justement, là on va avoir des municipales, je ne demande pas un engagement auprès d'un candidat, Olivier Ascension. Non, je n'en ai pas, je n'en ai pas et je n'en aurai pas. L'idée, c'est, est-ce que ça doit être un enjeu du débat municipal? Bien sûr. Moi, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent sur l'importance du patrimoine, son importance économique et son importance dans l'image même des territoires et donc de leur attractivité et donc de leur capacité à, d'une part, à satisfaire leurs habitants, à y créer les conditions d'une vie
intéressante, agréable, riche, et en même temps d'y attirer des activités économiques et de faire connaître ce pays au loin, vu cette importance, il est évident que ça devrait être un enjeu politique et que ça ne l'est pas ou pas assez. Ça, j'en suis convaincu. Alors, tout à l'heure, tu disais les médias ne rendent pas assez compte sur le patrimoine. C'est vrai. Donc, on était sur Notre-Dame, donc on était haut, on a failli tomber d'ailleurs. Est-ce que tu penses que les médias locaux devraient faire un plus gros travail de vulgarisation? Pas de vulgarité ou de grossièreté, de vulgarisation. Certainement. Moi, comme vous le savez, je m'occupe de manière très proche d'un monument qui m'est cher, qui est Saint-Michel de Couchas, et je peux me rendre compte à quel point finalement ce monument qui a une histoire extraordinaire à raconter, qui pourrait être d'ailleurs l'objet de liens. On parlait de l'exportation du cloître à New York, enfin c'est pas tout le cloître, c'est environ la moitié, etc. Donc on a un monument qui est aujourd'hui partagé entre le Conflent et la presqu'île de Manhattan. Et pourquoi ne pas construire quelque chose là-dessus? Pourquoi ne pas avoir... souvent on entend dire bon, les Américains sont venus, nous ont pris ça, etc. etc. Bon, c'est pas vraiment vrai. On leur a vendu. George Barnard est venu et il a acheté ce qui était à vendre. Donc, mais peu importe, je pense qu'il y a une richesse d'histoire, de narration, d'explication, d'enrichissement du quotidien dont le patrimoine pourrait être la source. Nous avons dans ce département spécialement, dans ce territoire catalan, nous avons un patrimoine extraordinaire. Alors là, on parlait du patrimoine médiéval, mais il faudrait parler du patrimoine artistique, puisque nous sommes une sorte d'île. Oui, parce qu'entouré de montagnes et de la mer, si on regarde. Oui, mais une île historique. Je veux dire, nous sommes une île entre des phases historiques. C'est-à-dire que quand la frontière, que chacun sait, se trouvait au Pas de Sals, existait, elle nous a protégés des grandes catastrophes sociales de la France, et notamment des guerres de religion. Les guerres de religion, c'est une guerre totale. Il faut quand même se rendre compte. Les guerres civiles sont des guerres totales. La guerre étrangère l'est un peu moins. Et on n'a pas en Languedoc d'œuvres d'art antérieures au XVIe siècle. Parce que, évidemment, les enjeux de pouvoir et de domination se sont attaqués d'abord aux symboles religieux et donc aux œuvres d'art. Et pareillement, quand la frontière s'est déplacée vers le sud avec la conquête française, cette frontière a agi comme un rempart et nous a protégés de tout ce que le 19e siècle espagnol a connu de désastres, avec les guerres carlistes, avec les pronunciamientos, etc. Et de la guerre civile 36-39, qui a quand même dévasté les églises espagnoles et catalanes. Et finalement, nous retrouvons entre Albert et Corbière avec un paysage intact. Un glacis. C'est pas un glacis parce que ce serait plutôt la caverne d'Ali Baba. Nous avons dans nos églises, qui sont historiquement les lieux de l'ambition collective, c'est là, avant la Révolution, si on doit commander une œuvre d'art, c'est pour une église. Seuls quelques bourgeois ou quelques riches fortunés peuvent se permettre de se faire leur portrait ou d'avoir ceci. Donc l'œuvre d'art qui appartient à la communauté, elle est dans l'église. Et ça, ici, nous avons tout. Nous avons dans les églises des œuvres d'art depuis le Moyen-Âge, et parfois des œuvres d'art exceptionnelles qui n'ont jamais bougé de leur place. Si vous allez à Irravals, vous voyez le retable de Sainte-Marthe par Ramon d'Estorens, qui est de 1314, si j'ai bonne mémoire, et qui est une œuvre qu'on pourrait mettre au musée du Louvre, je veux dire. Et elle est dans son jus et dans son cadre. Et ça se répète. Je ne sais pas si vous connaissez l'église des Spirats de Conflent. Non, ça me semble... ça vous manque, parce que voilà une église extraordinaire au point de vue d'un mobilier qui a été créé au tournant du XVIIIe siècle, qui reproduit par des tableaux sculptés toute une série de peintures qui étaient très célèbres à l'époque, notamment les 7 sacrements de Poussin, de Nicolas Poussin, qui ont été traduits en sculpture. C'est très étonnant. Il y a aussi un énorme tableau de Rubens représentant le massacre des Innocents, traduit en sculpture par un sculpteur donc du début du XVIIIe siècle. Ce sont des
des œuvres absolument époustouflantes qui ont été créées pour cette église et qui n'y en ont jamais bougé. Et vous savez, et puis il y a les retables baroques, etc. Nous avons environ 1000 retables dans les PO. Donc, et tout ce patrimoine-là, bon, on vit à côté, les églises sont fermées, ce n'est pas une carte qu'on joue. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que je pense que ce territoire pourrait avoir une image, une personnalité, une attractivité extraordinaire si on était capable de jouer cette carte. Et on ne la joue pas, en tout cas pas beaucoup. Olivier Poisson, merci. S'il y a d'autres suites, on fera appel à nouveau à toi pour nous éclairer. On a appris des choses et je ne connaissais pas l'église d'Espira des Conflans.